Bonjour, je suis Mathis Le Calvez et il y a Youn Briand Aspog. Donc nous allons vous présenter notre exposé sur Margaret Mead, une célèbre anthropologue américaine. Dans un premier temps, nous vous présenterons le contexte historique et social aux USA à l'époque de Margaret Mead, c'est-à-dire dans les années 1900. Ensuite, nous parlerons de Margaret Mead. Dans une deuxième partie, nous parlerons de l'anthropologie, qui était son domaine. Ensuite, nous parlerons de ses ouvrages et nous terminerons par ses limites. Donc, en 1920, à la suite de la ratification du 19e amendement de la Constitution des États-Unis, les Américaines obtiennent finalement le droit de vote. Néanmoins, c'est plutôt l'économie que la politique qui changeait le rôle de la femme dans la société américaine et qui donna un élan au mouvement en faveur des droits de la femme. Toutefois, la Grande Dépression, qui débuta avec le crash de la bourse de New York en 1929, obligea de nombreuses femmes à la recherche d'un emploi en dehors de leur foyer pour subvenir aux besoins de leur famille. Puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, près de 38% des Américaines occupèrent les emplois laissés par les hommes, qui se trouvaient sur les champs de bataille. Après la guerre, beaucoup d'entre elles durent abandonner leur emploi avec le retour des soldats. Mais l'expansion économique de la fin des années 1950 et des années 1960 leur permirent de reprendre leur place au sein de la population active. Elles se heurtèrent cependant à une discrimination qui les empêchait de progresser sur leur lieu de travail. En 1964, une loi garantit l'égalité des chances aux femmes en interdisant sur leur lieu de travail toute discrimination fondée sur le sexe des travailleurs. Afin de s'assurer que cette loi serait bien appliquée, des militantes créèrent en 1966 l'Organisation nationale des femmes, NOW. À l'heure actuelle, NOW est l'organisation des féministes la plus importante des États-Unis. Elle comporte quelques 50 millions de membres. Au début des années 1970, les parlementaires américaines, tant à la Chambre des représentants jusqu'au Sénat, s'employèrent à attirer davantage l'attention sur les besoins des femmes. De 1973 à 1994, le Congrès adopta plusieurs textes de la loi favorables aux femmes, dans le domaine suivant: la contraception et limitation des naissances, salaire minimum pour les domestiques, interdiction de toute discrimination en matière d'emploi à l'encontre des femmes enceintes, droit à pension alimentaire pour enfants et droit de veuve et de divorce à une partie de la pension de leur ancienne conjointe, aide fédérale de la garde des enfants, protection de l'emploi des travailleurs qui ont besoin d'un congé prolongé pour s'occuper d'un membre de leur famille, protection contre la violence. Donc, Margaret Mead est née le 16 décembre 1901 à Philadelphie. Elle est la fille d'une sociologue et d'un professeur d'économie. Elle reçoit donc une éducation entièrement tournée vers les autres. Elle entre à l'université en 1923 et obtient son doctorat en 1929. Elle débute sa carrière par un succès en publiant à la fin des années 20 un ouvrage portant sur les adolescents à Samoa, où elle fit un voyage euh, dans ces îles et y étudia les cultures là-bas. Elle y décrit une société tolérante et heureuse dans laquelle les adolescents, notamment, s'adonnent à une sexualité naturelle et joyeuse. Ses détracteurs considèrent qu'elle donne là un large crédit, à partir seulement de quelques entretiens, au mythe de la liberté et du bonheur en Polynésie. Elle poursuit toutefois dans cette direction en s'intéressant aux mœurs des peuples malaisiens. Elle cherche à montrer, en tout état de cause, elle affirme que les traits de caractère et le comportement des hommes et des femmes résultent de conditionnements sociaux. On dirait aujourd'hui qu'être homme ou bien qu'être femme est une construction sociale, d'après Margaret Mead. Elle s'inscrit ainsi dans la catégorie des penseurs pour lesquels la relativité des cultures est fondamentale. Combattant l'idée d'un éternel féminin, elle passe pour une icône du culturalisme. Selon elle, les hommes et femmes jouent à être hommes et femmes, mais ils ne sont pas si différents que ça les uns des autres. Elle reste une figure emblématique et majeure de l'anthropologie culturelle aux États-Unis au XXe siècle et a fait, grâce à ses études d'anthropologie, des études sur les différentes tribus et cultures en Océanie notamment. Elle est devenue dans son pays et pour une génération
une spécialiste de l'éducation au sens large, et elle a fait avancer la cause de la femme en devenant une des premières anthropologues connues et représentée avec son mari, un autre anthropologue célèbre. Donc, qu'est-ce que l'anthropologie? L'anthropologie est la branche des sciences qui étudie l'être humain dans tous ses aspects, à la fois physiques et culturels. Elle tente à définir l'humanité en faisant une synthèse des différentes sciences humaines et naturelles. Donc, c'est dans ces différentes sciences, à l'intérieur de l'anthropologie, il y a le fonctionnalisme, le diffusionnisme et le culturalisme. Donc le fonctionnalisme. Ce courant veut s'opposer à chaque fait social une ou des fonctions qui le déterminent. Autrement dit, chaque élément de la culture possède une certaine tâche à accomplir, une fonction qui représente une part irremplaçable de la totalité organique. Ce courant s'oppose à l'évolutionnisme et au diffusionnisme. Le fonctionnalisme est une théorie anthropologique qui propose une lecture du fonctionnement de la société sur la base des éléments qui assurent sa stabilité. Le diffusionnisme. Le diffusionnisme est en anthropologie et en sociologie une appréhension des cultures humaines par leur distribution dans l'air, leur historicité et les dynamiques géographiques associées. Le diffusionnisme va s'institutionnaliser en tant que courant des pensées à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, notamment en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis. Première critique de l'évolutionnisme, le diffusionnisme est considéré comme la deuxième grande théorie anthropologique après celle-ci. Théorie qui tente à montrer que lorsque même l'élément culturel se trouve dans deux aires culturelles différents, c'est probablement parce que l'une des cultures l'a emprunté à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a eu diffusion de ces éléments. Le culturalisme est un courant de l'anthropologie et plus globalement des sciences sociales nées aux États-Unis sous l'impulsion du principal Ruth Benedict, Raphaël Litton, Abraham Cardinier, Margaret Mead et Coard Dubois. Il tente une description de la société sous le point de vue conjugué de l'anthropologie et de la psychanalyse. Il constitue un des courants qui ont dominé la sociologie américaine des années 1930 jusqu'aux années 1950. En empruntant la notion de culture aux anthropologues, le culturalisme cherche à rendre compte de l'intégration sociale des individus. En s'appuyant sur l'observation des sociétés archaïques, les culturalismes mettent en évidence l'influence prépondérée de la culture et des habitudes culturelles d'éducation sur la personnalité des bases des individus. Dès ses débuts au XIXe siècle, l'anthropologie s'est intéressée à la relation existante entre l'homme et la culture, constatant des similarités qui existaient entre des coutumes et des institutions de culture distinctes et éloignées géographiquement. Les anthropologues les expliquent alors par la thèse de la convergence évolutionniste. Chaque société se transformerait en passant par les différents paliers menant à une même direction. Contrairement aux évolutionnismes, le culturalisme ne présuppose pas de suite de développement entre des périodes historiques, mais des rapports variables, complexes et instables des cultures spécifiques sans détermination absolue. Donc nous allons vous présenter ses principaux ouvrages. Donc premièrement, en 1928, après son voyage à Samoa, elle publie le livre Adolescence à Samoa. Donc c'est un essai anthropologique que Margaret Mead parut en 1928 en anglais sous le titre de Coming of Age in Samoa. L'anthropologue américaine y étudie la jeunesse de l'île samoane, Tahu en particulier, et de ses adolescentes, préfacée par Franz Boas, donc, qui est considéré comme le père de l'anthropologie. Ce livre est l'un des plus lus et les plus controversés de sa discipline. Il a été traduit en français dans un ouvrage de 1933 intitulé Mœurs et sexualité en Océanie, lequel contient un autre essai de l'auteur qui, quant à lui, daté de 1935, Trois sociétés primitives de Nouvelle-Guinée. Donc ces deux ouvrages sont rassemblés dans Mœurs et sexualité. Donc
Trois sociétés primitives de Nouvelle-Guinée est un livre que l'anthropologue américaine a publié donc en 1935. Elle y étudie trois tribus de Nouvelle-Guinée, les Arapèches, les Mundugomors et les Chambuli. Par une méthode d'observation participant qui s'inscrit dans le rapproche anthropologique de l'étude relativiste des cultures, Margaret Mead étudie et compare les trois sociétés et ses pratiques. Les Aparèches, tribu dans laquelle les tempéraments sont peu différenciés pour l'un et l'autre des deux sexes. La qualité valorise sous la douceur et la sensibilité. Les enfants sont élevés sans distinction de sexe. Il y a dans cette société une valorisation pour les deux sexes des qualités dites féminines dans la société occidentale. Chez les Mundogomors, Mead observe également peu de distinction entre les sexes. Cependant, les caractères valorisés sont celles dites masculines dans les sociétés occidentales. L'agressivité, la virilité, la combativité, la concurrence. Enfin, chez les Chamboulis, est observée une différenciation en termes d'éducation et de comportement, mais les femmes ont les fonctions économiques, alors que les hommes s'occupent des cérémoniaux, des danses et des rituels. Ces études sont révolutionnaires car elles remettent en cause le lien entre le sexe et le tempérament, dénaturalisant des caractères intégrés dans les sociétés occidentales, selon lesquelles la femme sont douces, aimantes et les hommes sont actifs, forts et agressifs. En amorçant les études de genre, elle s'oppose donc à ce qu'elle a l'habitude de voir dans les pays occidentaux, notamment aux USA, là où elle a grandi. Donc elle a une vision cependant peu réaliste, car elle est en contradiction avec la situation, notamment sur la sexualité des États-Unis. La situation étant plus libre aux îles Samoa, elle a donc une vision rêvée. Donc elle voit là-bas ce qu'elle n'a pas vu aux États-Unis, elle voit une réelle différence. Et pour elle, c'est dû aux cultures notamment. Elle reste tout de même une figure importante de la femme, en s'imposant comme l'une des anthropologues les plus célèbres à une époque où la femme a peu de droits. Malgré le succès de ses livres, elle n'a eu que peu d'activité sur le terrain. Elle n'est restée que 6 mois aux îles Samoa. Mais avec son étude sur le terrain comme en Océanie, elle a su créer un contact avec les différentes cultures qu'elle a rencontrées, qu'on pourrait comparer avec Maurice Godelier. Donc, c'est un anthropologue qui étudia en Papouasie différentes cultures et il dut en fait pour pouvoir parler et étudier les femmes dans la tribu de Papouasie, il dut changer de sexe du point de vue culturel, donc avec des rites, et ensuite pu s'adresser aux femmes dans les tribus et les étudier. Donc nous avons pu conclure que on peut conclure que Margaret Mead est une figure emblématique en anthropologie de la femme aux États-Unis et est respectée pour ça, malgré peu de méthodologie sur place, avec seulement 6 mois, et, et une vision trop rêvée, trop peu réaliste. Mais elle reste, avec ses livres, ses ouvrages, célèbre et respectée dans le domaine de l'anthropologie, et est une figure importante de la femme.